Aujourd'hui à l'émission, digue dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre, l'aveu d'une erreur de conservation. Le homard de la discorde en Atlantique. Sauver les races patrimoniales de l'oubli. Réflexion sur le retour à la Terre en 1974. Et l'automne, la saison des champignons. Bonjour, bienvenue à la Semaine verte. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ça décrit plutôt bien ce qui s'est passé dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Dans cet écosystème ultra sensible qui existe grâce aux inondations saisonnières, on est intervenu pour sauvegarder certaines espèces. Et aujourd'hui, on mesure les conséquences de ce geste pourtant bien intentionné. C'était un beau rêve. Des marais artificiels qui devaient favoriser la bernache au printemps et servir l'agriculture en été. Mais ces marais sont devenus une source de pollution. Ils empoisonnent le lac Saint-Pierre et polluent le Saint-Laurent. Ces aménagements étaient pourtant l'œuvre d'une des plus importantes sociétés de conservation au Canada. Nous avons voulu comprendre comment les acteurs de l'époque en sont arrivés à ce résultat. Quel regard portent-ils 30 ans plus tard sur les façons de faire de la conservation? Dans ses temps libres, cet agronome et diplômé en biologie devient apiculteur. C'est des larves qui sont en train de croître. Ils vont éclore dans les prochaines semaines. C'est pour lui une autre façon, dit-il, d'apprivoiser le vivant. On les introduit en changeant la reine aux 2 ans. Bernard Filion est un des piliers de la conservation au Québec. Il dirige la Société Canard Illimité, un organisme sans but lucratif qui aménage des milieux humides pour la sauvagine. En 40 ans de conservation, il a piloté l'aménagement d'une centaine de milieux humides. Mais à 1 an de sa retraite, les marais de Baie-du-Fèvre, entre Québec et Montréal, restent une tâche à son dossier. C'est pas ce qu'il fallait faire. C'est ça le constat. C'est pas ce qu'on aurait dû faire à l'époque. Donc, les connaissances nous démontrent qu'il faut faire marche arrière. Pour comprendre ce qui cloche avec ces marais, nous accompagnons Bernard Filion à Baie-du-Fèvre. Devant nous, une partie de la vaste plaine inondable du lac Saint-Pierre. Ces terres ont toujours été inondées par la crue printanière du Saint-Laurent. Mais plus maintenant. Une digue empêche depuis 30 ans ce va-et-vient du lac Saint-Pierre. Donc, est-ce qu'on est sur la fameuse digue ici? Oui, on est sur la digue, la cellule numéro 2. Donc, on peut voir que c'est très long. Elle a des pentes douces et elle ceinture le territoire complètement de façon à empêcher l'inondation le printemps et d'accumuler de l'eau. Une digue, donc, qui joue un double rôle. Au printemps, elle permet d'accumuler l'eau de la fonte des neiges et de créer une aire d'alimentation pour la sauvagine en pleine migration. Une fois les oiseaux repartis en mai, on pompe cette eau vers le lac Saint-Pierre, libérant ainsi les terres pour y faire de l'agriculture. À l'époque, ce projet fait l'unanimité. La halte migratoire de Baie-du-Fèvre reçoit même la sanction du Conseil des ministres de 1988. C'était l'exemple parfait de fonds et agriculture. C'est comme ça que ça a été présenté. C'est vraiment une façon, et ça a duré longtemps, ce mythe-là. À savoir, fonds et agriculture, c'est possible, puis c'est possible. À Baie-du-Fèvre, c'était un exemple qui était cité. Or, ce mariage parfait s'est fait au détriment du lac Saint-Pierre.
Le lac Saint-Pierre possède la plus vaste plaine inondable en eau douce du Québec. On y retrouve 60% des milieux humides du Saint-Laurent. Cette plaine est fréquentée par plusieurs espèces d'oiseaux et de poissons, dont la perche chaude, qui vient y déposer ses œufs au printemps. Quand Canard Illimité érige ses digues en 1990, l'organisme bloque ainsi l'accès à 225 hectares de plaine inondable pour plusieurs espèces de poissons. Qu'à cela ne tienne, le milieu applaudit. Ces marais profiteront aux barboteurs, mais surtout à la bernache, une espèce qu'on cherche à protéger. Or, rien de tout ça n'est arrivé. Le lac Saint-Pierre, la plaine inondable, est reconnu comme un habitat très riche. Ce qu'on constate dans les cellules qu'on a aménagées, c'est très pauvre. Fait que là, on arrive, on constate qu'effectivement, oui, l'eau blanche est là, mais l'eau blanche est en augmentation, puis à cause des dommages aux récoltes, c'est terre. On n'a aucun avantage à maintenir ça si c'est pour loi. Peu de fréquentation de la sauvagine. Puis quand les structures sont non fonctionnelles, que la digue est perforée, c'est envahi de poissons qui sont trappés. Donc, il faut sortir les poissons à la tonne. Mais il y a plus. Après des décennies, on se rend compte que ces marais ont des impacts beaucoup plus sournois. Nous sommes au début mai, date où les oiseaux migrateurs quittent le secteur. Regardez bien cette photo aérienne. Incroyable, mais ce panache d'eau sale provient des marais artificiels. Donc, j'arrive, je survole le territoire, je vois les digues qui ont été construites, puis je vois où est-ce que les pompes rejettent l'eau vers le lac Saint-Pierre, une eau brune, une eau chargée de sédiments, donc de sol, qui a été mise en suspension par les oies blanches, qui sont comme des batteurs à œufs, qui brassent tout ce sol-là, et avec ce qui vient avec, les sédiments, mais tous les nutriments agricoles, ils sont rejetés vers le lac Saint-Pierre. Nous avons demandé à ce spécialiste de nous décrire l'impact que cause le drainage de ces marais artificiels. Peu de personnes ont documenté la dégradation du lac Saint-Pierre, comme Philippe Brodeur. Lorsqu'on actionne les pompes en mai, en fait, l'eau qui est contenue dans les endiguements, qui est de très faible qualité, c'est une eau qui est chargée en sédiments, en nutriments, en pesticides. Ces eaux-là sont rejetées vers le lac Saint-Pierre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des habitats, il y a des frayères, il y a de la faune qui se retrouve à l'extérieur des digues. Puis l'eau de mauvaise qualité est rejetée vers ces habitats-là. La moitié des 79 espèces de poissons du lac Saint-Pierre utilisent les herbiers de la plaine inondable. La perche chaude souffre tout particulièrement du pompage de cette eau turbide. Sa population est dans un état critique. Les études récentes ont montré que la turbidité de l'eau du lac Saint-Pierre entraînait plusieurs problématiques, des problématiques directes, des retards de croissance au niveau des jeunes stades de perche chaude, qui aussi avait un impact sur la croissance des herbiers submergés au lac Saint-Pierre. Les herbiers, c'est comme une forêt, l'équivalent d'une forêt sous-marine. C'est dans ces habitats-là que se développe toute la nourriture des poissons, dont celle de la perche chaude. Les conclusions des spécialistes et des études que nous avons consultées sont unanimes. Les marais artificiels de Baie-du-Fèvre polluent le lac Saint-Pierre et détériorent son écosystème. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on se ferme les yeux, aveuglement volontaire, puis qu'on dit non, c'était bien fait, ça a été conçu, puis c'est bon? Moi, je dis non. La plaine inondable de Baie-du-Fèvre pourrait bien changer de visage. Au cours des prochains mois, Canard Illimité et la Fondation de la faune du Québec investiront 2 millions de dollars pour remettre le site en état. Cet automne, on fait marche arrière, on démantèle la grande digue, côté ouest, côté nord,
de façon à donner de la liberté au fleuve. Donc, on rend son espace de liberté pour que l'inondation naturelle revienne comme c'était dans les années 80. En tout, on retirera 5 km de digues. Le projet a reçu l'aval du ministère de la Faune et celui de l'Environnement du Québec. Mais revenir en arrière ne fait pas que des heureux. Jusqu'ici, impossible pour Canard Illimité de retirer ses digues. Une entente légale liait l'organisme aux agriculteurs qui cultivent ces terres. Mais cette convention prend fin en 2020. Je voudrais que c'est un sentiment partagé. Au point de vue professionnel, oui, j'ai hâte de voir ça. Mais l'impact que ça va avoir sur l'individu me préoccupe aussi. Ceux qui vont perdre cette petite facilité qu'on a créée à l'époque, je ne peux pas être indifférent à ça. 6 agriculteurs perdront la protection que leur offraient les digues contre les crues du lac Saint-Pierre. Là, il y aura de l'eau à moitié du terrain à peu près. À peu près, ouais, c'est ça. Mettons 2 arpents, 2-3 arpents d'ici. Christian Lemire restera propriétaire de ces terres et pourra continuer de les cultiver. Mais il devra abandonner les cultures les plus rentables. Le maïs puis le soya, on ne pourra plus le semer. Je pense pas. Ben non, on va l'essayer, puis s'il y a une crue des eaux trop importante, ça va s'en aller. On va perdre la récolte. Pendant la préparation de ce reportage, les agriculteurs touchés par le retrait des digues ont déposé une action en justice afin de forcer l'arrêt des travaux. Il y a plus que chez nous, là, tout le littoral, là, tout le monde cultive dans la zone inondable. Puis, s'ils seraient assis avec nous autres, le canard, là, on aurait pu en discuter, trouver des moyens. Les autres, leur argument, c'est la sédimentation. Et on aurait pu. C'est la première année qu'on entend parler de ça. Bernard Fillon ignore pour l'instant s'il y aura ou non retrait des digues. Mais il ne blâme pas ses agriculteurs. Il remet plutôt en question la décision prise à l'époque d'ériger des digues en pleine zone inondable. Une erreur commise par tous les acteurs de la conservation. On les a permis, avec les digues, de faire de l'agriculture dans un endroit où on n'aurait pas dû faire ça. C'est ça le problème. L'enjeu est là. C'est une incompréhension de la fragilité de ce territoire-là à l'époque. Dufèvre met en lumière la difficulté de faire de l'agriculture et même de la conservation dans un milieu hautement sensible comme une plaine inondable. Il faut permettre la libre circulation de l'eau, la libre circulation du poisson. Donc les va-et-vient d'inondation, d'exondation, c'est des phénomènes naturels qui doivent être maintenus dans le littoral du lac Saint-Pierre. C'est à la base de la productivité de cet écosystème-là. Ces marais nous font aussi prendre conscience des erreurs commises au nom de la conservation. Aujourd'hui, on protège d'abord l'ensemble d'un habitat avant de penser à sauvegarder une seule espèce. Quand on restaure un milieu humide, quand on a un marais, un marécage, on ne conçoit pas ça pour une espèce. On conçoit un habitat qui, lui, va accommoder, va accueillir les poissons, les oiseaux, oui, la sauvagine, des espèces en danger, des amphibiens. Ces habitats qui sont beaucoup plus résilients, beaucoup plus robustes.